Le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, est à Libreville au Gabon dans le cadre des travaux de la deuxième Assemblée nationale ordinaire. Et puis la session du Conseil régional de lutte contre le sida s'est tenue dans la 5e région du Mali. Ce sont là pour les grands titres de cette édition. Bonsoir et merci de suivre Afrique Média. Entamons cette tranche de l'actualité par l'Algérie, bien évidemment avec la rentrée politique du Parlement qui a débuté hier lundi. Ces travaux, en présence des membres du gouvernement, la loi des finances des hydrocarbures ou encore des activités commerciales étaient les différents points à l'ordre du jour. Suivant le reportage. La session d'automne du Parlement s'est ouverte ce matin, marquant ainsi une rentrée politique qui s'annonce riche en activités. Au Conseil de la Nation, c'est le président du Conseil, Abdelkader Ben Salah, qui a présidé l'ouverture en séance plénière, et ce, en présence du Premier ministre Ahmed Ouyahia et des membres du gouvernement. Une séance durant laquelle le président du Conseil de la Nation a rappelé l'importance du prochain rendez-vous électoral. Le peuple algérien sera au rendez-vous pour les élections locales. L'année 2012 sera l'année des élections et du changement. Le peuple devra élire ce jour-là son représentant. Avec ces élections, l'Algérie aura fait un autre grand pas dans l'exécution du contenu des réformes en respectant les délais du déroulement de ces élections. Pour sa part, le président de l'Assemblée populaire nationale, Arbé Ould Khalifa, a souligné que les enjeux et les défis auxquels fait face l'Algérie exigent l'approfondissement du dialogue entre les différentes formations politiques représentées à l'Assemblée. Les enjeux et défis qui attendent notre pays dans ce qui reste de cette décennie exigent de nous d'approfondir le dialogue entre tous les courants politiques représentés au Parlement, qu'ils participent, s'abstiennent ou reportent leur participation au niveau de ces structures. Nous invitons ceux qui ont des avis et de l'expérience parmi les hommes politiques, les intellectuels, les créateurs et les organisations de la société civile, sans distinction aucune, à contribuer au diagnostic, à la conception et à la proposition de solutions aux véritables questions auxquelles fait face notre société. Par la suite, l'Arbé Ould Khalifa a présidé une réunion commune des deux chambres afin de tracer l'ordre du jour de cette session d'automne qui comporte plusieurs projets, notamment le projet de loi régulant la fonction d'avocat, le projet de loi de finances 2013, celui relatif à la régularisation du budget de 2010, ainsi que le projet de loi relatif aux activités commerciales. Nous vous l'avons annoncé en titre, le numéro 2 de la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, est à Libreville, la capitale gabonaise, depuis lundi matin, où il prend part à l'ouverture des travaux de la deuxième Assemblée nationale ordinaire. Le point avec Gabon Télévision. Guillaume Kilbafori et Soro au Gabon à Libreville, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire répond à une invitation que lui a adressée son homologue gabonais, M. Guizou Badama, en observation du principe de la réciprocité. Le président de la représentation nationale du Gabon, on le sait, avait personnellement honoré de sa présence son homologue de Côte d'Ivoire en avril dernier dans les locaux de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la paix à Yamoussoukro lors de l'ouverture de la première session ordinaire. À Libreville, et à la tête d'une forte délégation, dont les députés Adolphe Saraka Conan, le président du groupe parlementaire Dialogue, et Laurette André Yassé, Guillaume Soro vient prendre part à la cérémonie officielle d'ouverture de la deuxième session de l'Assemblée nationale du Gabon. Le président de l'Assemblée et nous-mêmes avons convenu de développer la coopération interparlementaire. Ceci permettra de rapprocher nos deux institutions et au-delà nos deux pays. Il s'agit donc d'une visite de travail et d'amitié qui, nul doute, permettra aux deux parties gabono-ivoiriennes de redynamiser les relations de coopération parlementaire privilégiées existant entre Libreville et Abidjan. C'est important pour les parlements africains et pour notre parlement, le parlement ivoirien. Vous savez que notre assemblée revient d'une crise qui a longtemps maintenu son action et son activité quelque peu en berne. Donc c'est important qu'aujourd'hui, prioritairement, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire s'ouvre aux autres pays et au monde. Et donc pour nous c'est quelque chose de prioritaire que la diplomatie parlementaire soit au cœur de l'action de nos institutions. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire ne manquera pas de plaider pour le renforcement de la coopération entre les deux institutions dans le cadre de la diplomatie parlementaire.
selon les axes prioritaires établis. Guillaume Kingbafori-Soro, rappelons-le, est au perchoir de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire depuis mars 2012. Il s'est fait élire député sous la bannière du RDR, le parti politique du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Sa présence à l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale au Palais Léomba revêt une grande importance pour le Parlement gabonais et plus encore pour le Gabon, parce que illustration de la richesse et de la qualité des relations qui existent entre le Gabon et la Côte d'Ivoire, relations anciennes qui procèdent d'une histoire commune et même d'un avenir commun. Parlons à présent de la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo qui préoccupe de plus en plus les membres du gouvernement. À cet effet, le ministre des Médias, Lambert Mende, se prononce. Il a d'ailleurs animé ce lundi un point de presse dont voici en image le compte-rendu avec la RTNC. Tel est naturel, il revient au galop. Mentez, mentez, il en restera quelque chose. Soit-elle longue la nuit, le jour apparaîtra. Le Rwanda, entre le mot et les gesticulations, est davantage mis à découvert et les preuves l'affaiblissent. Le point de presse de ce 3 septembre 2012 a par la voix du porte-parole du gouvernement, le ministre des Médias, chargé des relations avec le Parlement et à l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Lambert Mende Malanga s'est attardé sur le Rwanda, réalisateur d'un film fiction, nanti d'épisodes de distraction. Encore qu'aujourd'hui, le Rwanda vient de rapatrier ses soldats en mission dans les zones troubles de la République démocratique du Congo. Pris sous le projecteur, ceci choque à la fois et discrédite tous les arguments du Rwanda. L'événement de la fin de la semaine dernière aura été certainement le spectacle qui nous a été offert gratuitement par les autorités de Kigali sur le retrait de quelques 300 de leurs militaires qui auraient, selon leur version, continuer à bivouaquer sur notre territoire, avec notre autorisation, sur base de l'opération Umoja Wetu, dans le cadre duquel nos deux pays, vous vous souvenez, avaient organisé la traque conjointe des FDLR par les FRDC et les RDF, début 2009. La vérité, la voici. Longtemps après la défunte opération Umoja Wetu que nous avons enterrée à Goma, le 25 février 2009, avec la plupart d'entre vous, un accord bilatéral avait été conclu qui a organisé un mécanisme de surveillance aux frontières entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Il s'agissait de déployer dans ce cadre une centaine d'officiers de renseignement militaires de part et d'autre. Une centaine tout au plus. Quel était le but de ce déploiement ? Se rassurer mutuellement face aux accusations réciproques de déstabilisation. Et il faut noter que les soldats rwandais que le Rwanda montre à profusion au moment où ils quittent notre pays sont pour la plupart des hommes de troupe. Ce ne sont pas des officiers de renseignement que nous avons vus. Ils sont par ailleurs de loin plus nombreux que la centaine d'officiers, puisqu'on a parlé de presque 300. Ceci devrait arriver, souligne le ministre Mende Malanga, du fait des scénarios non mûris et qui ne peuvent nullement affronter la vérité, surtout qu'en ce moment, les sanctions internationales sont demandées contre le Rwanda. Le gouvernement rwandais s'agite parce qu'il digère mal son échec diplomatique dans la énième crise qu'il a suscitée chez nous. La magie des mots ne peut plus abuser le monde et faire disparaître ou atténuer sa responsabilité dans la déstabilisation du Kivu. Sur ce dossier, la position du gouvernement de la République démocratique du Congo est circonscrite en un mot: résistance. Notre résistance à l'agression du Rwanda nécessite un soutien de la communauté internationale à travers une action décisive du Conseil de sécurité qui reste un complément indispensable si on veut obtenir un changement de comportement de la part des dirigeants de ce pays qui évolue encore au stade primaire des légendes chimériques, infamantes, arrogantes et méprisantes dans leur gestion d'une crise majeure dont ils portent pourtant la lourde responsabilité.
Il n'y a pas d'accord secret entre la République démocratique du Congo et le Rwanda agresseur. La République démocratique du Congo pacifie les pays et n'a nullement besoin du Rwanda, surtout quand il s'agit de la sécurité de ses frontières. Voilà, c'était là le point de presse animé par le ministre des Médias, Lambert Mende, par rapport à la situation dans l'est de la RDC. Sur le plan économique, le gouvernement algérien vient d'octroyer par le biais de l'ANDPME, l'Agence nationale de développement des petites et moyennes entreprises, des aides financières à 100 PME. Cette initiative a pour but de renforcer leur présence sur le marché local et international. Le point avec Canal Algérie. Doté d'un budget de 385 milliards de dinars entièrement financé par l'État, ce programme vise à mettre à niveau 20 000 PME à l'horizon 2014, soit un coût moyen de 14,5 millions de dinars par entreprise. Une convention et une aide de 80% d'État et 20% de l'entreprise pour certifier et pour améliorer l'état de l'entreprise. Cette démarche est très bénéfique pour moi. Elle me permet entre autres d'améliorer la gestion financière et agrandir l'entreprise. En somme, la remise à niveau permet à mon entreprise d'être au diapason des PME étrangères. Ce programme, dont la gestion est confiée à l'Agence nationale du développement des PME, a pour objectif principal de renforcer la position des PME sur le marché local et extérieur, en adoptant les bonnes pratiques de gestion, la mise en place d'une organisation fonctionnelle, le renforcement des ressources humaines et la conformité aux standards internationaux. Jusqu'à l'heure actuelle, l'Agence nationale de développement des PME a remis 618 décisions après le traitement de 2000 dossiers. Les dirigeants des petites et moyennes entreprises sont tous unanimes quant à l'importance de cette remise à niveau, qui est d'ailleurs assistée par des experts qui aideront les chefs d'entreprise à améliorer leur compétitivité et renforcer leur présence sur le marché national et surtout conquérir les marchés internationaux. Ce faible nombre de signataires s'explique par l'importance accordée par l'Agence nationale de développement des PME à l'engagement des entreprises dans ce processus. Des experts en management et organisation sont mis à la disposition de ces entreprises pour concrétiser ce plan. À cet égard, l'Agence nationale du développement des PME envisage d'implanter des bureaux d'experts dans plusieurs wilayas dans le cadre de sa politique de proximité avec les PME. Après 2 mois de vacances, les élèves retrouvent enfin le chemin de l'école. En République démocratique du Congo, la rentrée scolaire 2012-2013 a été réellement effective. Le Premier ministre Matata Ponyo-Mapon a saisi cette opportunité pour visiter le complexe scolaire de Gwaza. Le compte rendu avec la RTNC. Le 3 septembre 2012, la rentrée scolaire était effective. Les élèves du primaire et des secondaires ont repris les classes après 2 mois de vacances. Le Premier ministre, chef du gouvernement, est allé constater cette effectivité au complexe scolaire Ngwanza, situé à Mikondo, très loin du centre-ville de Kinshasa. Les syndicalistes ont profité de la présence du Premier ministre pour lui soumettre un mémorandum. Augustin Matata Ponyo a fait le tour des différentes salles de classe où les élèves étaient présents au rendez-vous. Il a saisi cette occasion pour remettre symboliquement un kit scolaire à chacun avant de se prononcer lui-même sur la rentrée scolaire 2012-2013 dans l'ensemble du pays. Il était important pour le gouvernement de s'assurer que la rentrée scolaire est effective, elle est même massive. Il y a quelques petits problèmes au niveau de la province du Nord Kivu où la rentrée n'a pas été intégrale, tout simplement dans le cadre des effets négatifs de la guerre. Mais pourquoi avoir choisi cette école de la périphérie de Kinshasa? Le Premier ministre Matata répond. Je suis ici de cette couche parmi les plus pauvres, mais ceci n'a pas empêché à ce que l'éducation puisse m'amener là où je suis aujourd'hui. Le frère Joséphite se sont réjouis de voir une autorité visiter leur école pour la première fois depuis de nombreuses années.
s'est tenue ce lundi dans la 5e région du Mali, la première session du Conseil régional de lutte contre le sida. Au menu des échanges, le bilan des activités menées pendant le premier semestre 2012, le renforcement des capacités des acteurs dans la collecte et l'analyse des données étaient également les recommandations faites lors de ces assises. Le reportage. La session 2012 du Conseil régional de lutte contre le sida en 5e région se tient dans un contexte difficile. La région abrite les sites des déplacés des régions du Nord sous occupation. Le contexte particulier, c'est bien sûr l'occupation des septentrions du Mali, bien sûr par les rebelles. Et cela fait qu'au niveau de la région de Mopti, nous avons aujourd'hui beaucoup de déplacés et beaucoup de militaires qui sont venus comme zone tampon au niveau de la ville, surtout de Mopti. Nous sommes aussi dans un contexte de rareté des ressources parce que les grands programmes sur le financement de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement sont en arrêt de financement. Il y a aussi l'arrêt toujours technique des activités sur le Fonds mondial qui persiste aussi. Au cours du premier semestre 2012, des actions sont menées dans la poursuite des activités de communication pour le changement de comportement. On note l'ouverture de 3 nouveaux sites de prévention de la transmission mère-enfant, le conseil de dépistage dans les centres de conseil et les laboratoires, la notification et l'enregistrement des personnes déplacées sous antirétroviraux. Des difficultés demeurent, la rupture fréquente des intrants et l'insuffisance de la sensibilisation. Il s'agit notamment de l'insuffisance dans le schéma d'approvisionnement des réactifs et antirétroviraux, le dépistage faible dans les CCDV et sites PTME, l'insuffisance dans la promptitude, l'exactitude, la complétude des données, la sous-notification des données de co-infection tuberculose et VIH et de prise en charge psychosociale. La session recommande de continuer les plaidoyers au niveau des partenaires pour rendre disponibles les intrants, assurer leur suivi et leur gestion, appliquer le dépistage automatique, renforcer les capacités des acteurs à la collecte et à l'analyse des données et ouvrir un registre spécial pour les déplacés sous ARV au niveau du site des déplacés et améliorer la notification. Au Sénégal, après les inondations ayant causé la mort de plusieurs personnes et de nombreux dégâts matériels il y a quelques semaines, plusieurs associations se mobilisent. C'est le cas du mouvement national de l'APR qui vient de lancer une caravane de solidarité envers les sinistrés. Plus de détails avec la RTS 1. 48 heures de solidarité, de partage, de communion et de fraternité. Ainsi pourrait se résumer ce week-end du mouvement national des femmes de la paix sous la houlette de sa présidente, la ministre d'État Ndeye Marième Badiane. Pour la première journée du samedi, Philippe Maguilène Senghor a accueilli la première étape de cette caravane de solidarité des femmes de la paix, une femme, un don, suivi de la mosquée de Grand Yoff et du CM Grand Yoff qui accueille des familles sinistrées. De nombreux dons en nature composés de matelas, de riz, d'huile, de détergents, de savon ont été remis à ces sinistrés, de même que d'importantes sommes d'argent pour les appuyer face à ces difficultés de l'air. Ensuite, cap sur Pikine, première étape d'Alifort. Ici, ces femmes ont troqué les chaussures de ville et autres coiffures contre des bottes et des tenues adaptées pour venir au contact de ces sinistrés qui vivent presque les pieds dans l'eau. C'est un geste vraiment que je salue, étant femme. Donc, je vois que l'inondation, les femmes sont vraiment impliquées. Et je salue votre initiative, Madame la ministre, parce que vous êtes une femme aussi. Je voudrais qu'on mette l'accent sur la prévention. Le plan ORSEC est un plan de secours. En constatant de visu le quotidien de ces hommes et femmes qui restent dignes dans les difficultés, Ndeye Marième Badiane et sa délégation n'ont pas pu cacher leur émotion. Une émotion donc qui est lisible sur les visages de toutes les personnes qui m'accompagnent parce que le désastre est immense, immense. Alors c'est d'abord le premier sentiment, une très vive émotion, mais nous avons eu l'impression d'avoir accompli un petit quelque chose parce que les populations qui nous ont reçus chez elles se sentent soulagées et disent que vraiment elles saluent hautement
cette action de solidarité, qui n'a pas cherché à comprendre l'appartenance politique des personnes, mais qui a agi dans le social, qui a agi pour soulager le mal, la souffrance des populations. Au-delà des dons en nature et en espèces, des visites de proximité ont été effectuées à Grand Naouré Nord et Sud pour s'enquérir de la situation jusque dans les domiciles des sinistrés. Cette dame, au regard lointain, vit dans les eaux depuis des années et aujourd'hui elle est devenue malade à force d'avoir les pieds dans l'eau. Les femmes de l'APR s'engagent à prendre en charge ses soins médicaux afin de la soulager un temps soit peu. Au Cameroun, l'association Bonso pour le développement et l'honorable Manfo David ont fait des dons de différentes natures aux populations de Bazide, Bandenga, Banguela dans l'arrondissement de Batiam à l'ouest du pays. Une initiative qui rentre dans le cadre du développement de la communauté Batiam. Doranotio pour le reportage. C'est dans un univers très ambiançal et culturel que le comité de développement a organisé pendant 2 semaines des activités marquant sa 2e édition. Ces festivités ont regroupé des différents villages, notamment Babete, Bamadjo, Bafoga, ainsi que Bagan dans les Bamboutos, tous de l'arrondissement de Bouda et de Banga dans la région de l'Ouest. Au menu, foire gastronomique, compétitions sportives, avec des remises de prix ainsi que de l'investissement humain. Cette célébration a été présidée par Tinda Jonas, président du Code des banques, sur le haut patronage de monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Bouda, Ndjouchos Zakari, en présence des autorités administratives, religieuses, politiques, traditionnelles de Banga. Le message était le même, tous ensemble, main dans la main, pour le développement de notre village. Tout fonctionne à Babete comme si le chef de groupement était là. Donc je félicite le directoire et le comité de développement qui travaillent main dans la main de manière à masquer l'absence du chef. Comme vous le savez, ici on n'a pas encore arrêté le chef parce qu'il est encore mineur. Et nous attendons de manière pressante qu'il soit installé sur son trône. Et je suis déjà très content de voir que la réhabilitation de la chefferie avance à un rythme acceptable. Et j'encourage les élites à continuer à mettre la main à la pâte pour que ce soit chose faite dans les mois à venir. Les festivités ont donc marqué à cet effet les esprits des villageois qui attendent avec hâte l'édition prochaine. Pour clore cette édition, nous allons parler des tortues marines, ces espèces qui jouent un grand rôle dans la nature, plus exactement dans l'écosystème dans lequel elles se trouvent. Faisons un tour d'horizon au Bénin pour connaître les causes de disparition de ces espèces de tortues et comment elles sont protégées. Une tortue est un reptile chélonien à pattes courtes, au corps enfermé dans une carapace de cornes osseuses ou écailleuses. Elle est amphibie ou terrestre et elle est soit d'eau douce, soit marine. Elle se présente sous plusieurs formes. Au Bénin, les plus connues et qui sont les plus visibles sur nos côtes sont les tortues olivâtres, les tortues vertes, les tortues luttes et les tortues imbriquées. Ceci est le crâne d'une tortue marine. Si elle était en vie, elle devrait peser entre 400 et 950 kg, car elle faisait partie des plus grosses tortues de nos côtes. Mais malheureusement, elle a été abattue par l'homme au quotidien, soucieux de satisfaire ses besoins fondamentaux. Et pourtant, ces animaux très vulnérables jouent eux aussi des rôles très importants dans la vie. Les populations utilisent l'huile de cette tortue, ce qu'ils appellent roadio. Cette huile est utilisée en médecine traditionnelle. Ceux qui le savent, et savent comment l'utiliser. Et ça veut dire que c'est un bien pour d'abord l'homme. Cette tortue est très utilisée par l'homme pour fabriquer des médicaments au niveau local. Mais je suppose que cette tortue disparaisse totalement. Est-ce que les maladies que cette huile traite aujourd'hui, ces maladies auraient déjà trouvé d'autres solutions? C'est une question qu'on doit se poser. Il faut savoir que cette tortue particulière, c'est la tortue lutte, en mer, mange ce qu'on appelle les méduses. Les méduses sont des invertébrés marins qui existent et qui
qui se multiplient. Il y a différentes espèces de méduses qui sont en mer et les tortues consomment ces méduses. Mais laissez-moi vous dire que ces méduses sont très néfastes pour les poissons. Parce que les méduses, pour résister, consomment beaucoup de poissons. Maintenant, nous supposons que nous brisons la chaîne. Il n'y a plus de tortues. Qu'est-ce qui va manger les méduses? L'équilibre naturel ne se fera plus. Le braconnage, surtout des femelles venues pondre leur nid sur la plage, la capture accidentelle de ces tortues par des engins de pêche maritime artisanale, l'érosion côtière qui détruit les nids de ces tortues, donc empêchant toute reproduction de ces races, l'occupation et l'exploitation des plages perturbant les nidifications, l'installation d'infrastructures hôtelières et d'autres types de bâtiments désorientant les tortues, les rejets industriels et les pollutions de toutes sortes, l'insalubrité sur nos plages constituent les plus grandes menaces pour nos tortues marines. Le Bénin, signataire de plusieurs conventions et traités internationaux, est aidé par des citoyens béninois regroupés au sein des ONG. Ils se battent pour la survie de ces peuplements. Ces différentes conventions donnent des lignes directrices sur l'état de ces espèces dans les différents pays côtiers, mais surtout ce que les États doivent faire, ce que les pays doivent faire, ce que les communautés doivent faire, ce que les ONG doivent faire pour contribuer à la sauvegarde de ces espèces. Et au niveau de notre pays, nous essayons d'abord de sensibiliser les gens sur ces menaces qui pèsent sur les espèces, d'attirer l'attention de toutes les parties prenantes et surtout des autorités. Parce que on signe les engagements, mais au retour, il n'y a pas grand-chose sur le terrain. Nous pouvons donc tous faire comme ces gens qui se soucient à plus d'un titre du bien-être de ces tortues, d'autant plus que la nature à laquelle nous appartenons tous n'est pas à vendre ni à détruire. Si tel est le cas, nous partirons tous avec. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition d'Info Afrique. Merci de l'avoir suivi. L'information, c'est sur Afrique Média.